Le programme Équipature a été mené en partenariat avec les chambres d'agriculture et les conseils des chevaux et l'IFCE dans 3 régions. Ici, la région Centre-Val de Loire, la Normandie et le Limousin. Donc, au cours de ces 2 années de suivi, 2016 et 2017, donc le programme avait pour objectif de mieux valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval et les fourrages, et ainsi que pratiquer une vermifugation raisonnée. Donc nous avons suivi 12 exploitations pilotes, 7 élevages, donc 2 élevages de traits et bovins, un élevage de poneys, un élevage de pur sang, un élevage trotteur, 2 élevages sport, et 5 structures équestres, une structure centre équestre pension élevage sport et bovin, 2 pensions élevage sport, un établissement de tourisme équestre et une écurie active pension de sel. Donc ces exploitations valorisent toutes des surfaces en herbe pour alimenter leurs équidés. Ils pratiquent déjà une conduite intéressante comme des coproscopies, un pâturage tournant ou du pâturage mixte, ou souhaiter progresser dans la gestion et dans la conduite de leurs animaux et de leur pâture. Donc le suivi des animaux a été réalisé par des ingénieurs de développement de l'IFCE. Donc 3 visites en mai, en août, en novembre sur 2 ans, avec prélèvement individuel de crottin pour coproscopie et protocole de vermification ciblée. Estimation de la NEC, c'est-à-dire la note d'état corporel, entre 0 et 5. Estimation du poids par un ruban métrique. Relevé des rations hivernales. Donc en tout, 186 chevaux adultes, bon, en moyenne une quinzaine par exploitation avec des mini-maxi. Et ensuite, le suivi des pâtures a été réalisé par des conseillers de chambre d'agriculture. Donc évidemment en collaboration dans le suivi des animaux, avec 3 à 4 visites par an, avec prévision de conduite de pâturage, planning de pâturage, prélèvement de fourrage, que ce soit du foin, des enrubannées ou de l'herbe fraîche pour analyser les valeurs nutritionnelles, et puis ainsi que du diagnostic nutritionnel phosphore-potassium sur herbe fraîche, couplé avec des analyses de sol et des diagnostics floristiques pour analyser l'état des pâtures. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter sur les années 2016-2017 le niveau de valorisation des surfaces herbagères et conduite de pâturage, des mesures de notes d'état corporel, les analyses de fourrage, des analyses de ration hivernale, et Marie présentera les résultats de parasitologie. Donc tout d'abord, ici, sur ce graphique, on voit le niveau de valorisation des surfaces fourragères. Donc ici, sont représentées en fait les 12 exploitations, ici, donc dans chaque région, avec en gros la mesure du chargement moyen en nombre d'UGB par hectare de surface fourragère principale. Alors pourquoi on utilise les UGB ? Parce qu'en fait, l'UGB, ça permet de comparer un foal avec un cheval adulte, avec un poney, avec un cheval de trait. Donc pour mémoire, une jument suitée de 100, c'est 1,2 UGB. Un cheval seul adulte, c'est 0,71 UGB. Donc ici, l'objectif, c'était de voir si effectivement les exploitations avaient valorisé les surfaces fourragères. Donc surface fourragère veut dire pâture, mais aussi fourrage produit ou acheté d'ailleurs. Donc ici, on s'aperçoit qu'on a un quart des exploitations qui ont un chargement, donc ici comparé à un chargement qui est observé dans des systèmes bovins viande, voilà, qui est sur ce niveau-là. Et on les a comparés aussi à des chargements relevés dans le cadre du réseau référence. Donc en fait, on a 4 exploitations
qui ont un chargement inférieur à 0,8 UGB par hectare de surface fourragère principale, ce qui traduit une sous-valorisation de surface en herbe. Donc en fait, pour ces exploitations-là, effectivement, ils se sont questionnés sur comment mieux valoriser, soit par la vente de fourrage à l'extérieur, soit par la prise de bovins en pension. Mais cela demande effectivement du savoir-faire. Ensuite, nous avons regardé le niveau de valorisation des surfaces herbagères. Donc nous avons regardé à travers les pratiques, à travers les plannings de pâturage de 52 lots d'animaux, ici. Nous avons regardé, donc toute exploitation confondue, nous avons regardé en fait quel était le niveau de chargement au printemps ou en été. Donc on est arrivé à établir une typologie de trois conduites différentes. Donc une conduite très intensive, inférieure à 0,2 hectares par UGB, que ce soit au printemps ou en été. En fait, ça correspond souvent, enfin, dans les majorités des cas, à des animaux restreints, soit des poneys en surpoids, ou à des animaux hébergés au box et dont l'herbe n'est pas considérée comme l'aliment principal, puisqu'effectivement, ces surfaces sont des surfaces surpâturées et dégradées en permanence. En fait, ce ne sont pas des pâtures, ce sont bien des paddocks. Donc, on peut définir un paddock, effectivement, sur ce chargement-là. Alors, pour exemple, ça correspond à un cheval de sang sur 1400 m² ou une poulinière suitée sur 2400 m². Donc là, on était dans 13% des cas des 52 lots. La conduite herbagère raisonnée qui est recommandée, ça va être une conduite qui va être autour de 0,4 à 0,6 hectares par UGB au printemps et 50% de plus, c'est-à-dire 0,8 hectares par UGB en été. Ce qui va correspondre, c'était 38% des lots ici étudiés. Donc ça correspond à, en gros, un cheval de sang sur un tiers étendu à un demi-hectare ou une poulinière suitée à un demi-hectare sur 1 hectare. Enfin, une pratique qu'on a retrouvée dans 48% des cas, des lots étudiés, donc pratiquement 50%. Là, on est sur une conduite extensive, c'est ce que les gens souvent disent, 1 hectare par cheval. Là, on est à plus d'1 hectare par UGB, donc c'est même plus que ça. Donc là, on est sur une conduite extensive, où finalement c'est considéré comme un lieu d'hébergement permanent du cheval. Et là, on est vraiment sur une sous-valorisation du couvert végétal et avec forcément une formation de zone de refus qu'il va falloir traiter mécaniquement. Donc des petits exemples. Un cheval seul sur au moins plus de 2 tiers d'hectare ou une poulinière suitée sur 1,2 hectare. Donc certains des exploitants ont pratiqué du pâturage tournant. Donc 5 exploitants sur 12 ont pratiqué du pâturage tournant qui consiste donc à pratiquer effectivement des chargements assez élevés au printemps et, et avec 50% de surface en plus en été pour pouvoir se caler à la pousse de l'herbe. Donc avec une rotation, donc là je ne vais pas réexpliquer le pâturage tournant, une rotation avec des sous-parcelles et un repos pour permettre à l'herbe de repousser dans chaque sous-parcelle. Et l'objectif, c'est surtout d'éviter de retirer les animaux pour éviter le surpâturage en dessous de 5 cm, puisque c'est là où on va atteindre, où il va y avoir dégradation du couvert. Donc des petits exemples qui ont été pratiqués dans les exploitations. Par exemple, 2 poulinières suitées sur une surface de 1 hectare divisée en 5 sous-parcelles de 0,20. Ou un autre exemple dans un centre équestre, 11 chevaux d'instruction sur une surface de 2,5 hectares divisée en 6 sous-parcelles avec un couloir permanent pour l'abreuvement. Maintenant, je vais vous présenter les notes d'état corporel. Donc 186 chevaux ont été notés au moins une fois. Et donc ici, nous sont représentés un certain nombre de lots d'animaux, donc par catégorie.
Donc je vous en présenterai ici que 3. Donc ici, 79 poulinières de sang. Voilà. Je présenterai les chevaux ici d'instruction. Donc ce sont tous des animaux qui ont été maintenus à l'herbe. Et puis les chevaux poneys à l'entretien. Donc pour les juments de sang, on s'aperçoit que 35%, donc les animaux étaient notés de 0 à 5, avec 0 la note en vert foncé, et l'optimum en vert clair, entre 2,5 et 3,5, et une note haute en violet. Donc on s'aperçoit que ici, pour les poulinières de sang, 35% d'entre elles sont supérieures à 3,5 ici, en été. Donc ces poulinières étaient principalement complémentées avec des concentrés. Et donc là, l'idée, c'était effectivement d'arriver à faire à ce que les éleveurs complémentent moins, puisqu'on sait qu'on verra tout à l'heure les valeurs nutritionnelles. L'herbe permet tout à fait de subvenir aux besoins. Cependant, les éleveurs ont du mal à ne pas complémenter. Et donc là, l'objectif, c'était de montrer que les animaux engraissaient. Donc en fait, l'objectif, c'est déjà de diminuer la complémentation en été quand les animaux engraissent. Pour les chevaux d'instruction ici, donc, vous voyez qu'en été, on en a quand même 39% qui sont au-delà de 3,5. Donc ça, c'était des animaux qui étaient à l'herbe, qui n'étaient pas complémentés, qui étaient 100% à l'herbe. Donc finalement, pour ces animaux-là, qui sont finalement un tiers deviennent gras, on peut dire que l'apport de fourrage peut être retardé en hiver pour faire des économies en alimentation, bien sûr. Enfin, les poneys à l'entretien. Donc, on en avait un 21% qui était supérieur à 4,5 au printemps et 80% qui sont supérieurs à 3,5. Donc là, pour ces chevaux-là, donc là, on voit ici, ici, là, voilà, des chevaux qui sont quand même gras. Donc là, une restriction en herbe doit être pratiquée pour limiter les risques de fourbure. Donc on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, on en a quand même une proportion assez importante en automne. Alors, automne, quand on a fait les mesures, on était déjà au mois de novembre, donc c'est automne presque hiver. Donc, pour ces animaux-là, pareil, la complémentation en fourrage peut être tout à fait retardée, voire limitée. Ensuite, nous avons fait des analyses de fourrage. Donc ici, nous avons pratiqué toute exploitation confondue, toute région confondue, 65 prélèvements de foin, 5 qui sont ici en violet, 56 prélèvements d'herbes qui sont ici en vert, et une dizaine de prélèvements en enrubanné, puisque peu d'exploitations le pratiquent ici. Donc ici, nous les avons comparés en fonction de la valeur énergétique, UFC, et en fonction de la valeur protéinique, MADC. Donc en gros, plus ils sont par là, plus ils sont riches, plus ils sont par là, et plus ils sont pauvres en énergie et en protéines. Donc ces valeurs-là, nous les avons comparées à des besoins de certaines catégories d'animaux. Donc ici, un besoin avec une consommation, donc si l'animal est en consommation maximum de fourrage, le besoin va être par ici, et s'il est en consommation moyenne de fourrage, il va être sur cette borne droite. Voilà, donc ici vous avez les besoins du poulain 18-24 mois, les besoins de la poulinière début de lactation, de la poulinière fin de gestation, et le cheval à l'entretien et travail léger, du coup, qui en fonction du travail peut être un peu plus long. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que les foins récoltés, donc on reverra tout à l'heure le détail entre 2016 et 2017, mais souvent tardivement, ne permettent pas de couvrir, peuvent couvrir éventuellement les besoins en fin de gestation.
Le cheval à l'entretien, on n'en est pas loin. Par contre, la poulinière en début de lactation, non. Là, je parle bien d'une ration 100% fourrage, bien sûr. L'enrubanné ici, on voit bien que ça peut couvrir les besoins du poulain et de la poulinière en fin de gestation. Pareil, une ration 100% fourrage. Et l'herbe, vous voyez bien ici, va permettre de couvrir effectivement, bien sûr, les besoins de la poulinière en premier mois de lactation et le poulain de 18-24 mois. Ça ici, ce sont les mêmes analyses de fourrage, mais ici, en fonction des minéraux, phosphore et calcium. Donc les mêmes valeurs. Là, on a mis la recommandation CA sur P de 1,5 qui est un peu la recommandation classique, toute catégorie. Et puis, vous avez les recommandations de chaque type d'animal, enfin 4 catégories d'animaux que vous voyez qui sont ici. Donc globalement, les échantillons sont au-dessus au niveau CA. Et en fait, le problème, c'est que il y a effectivement un peu de déficit en phosphore, puisque vous voyez que il faudrait que les points soient à droite de tous les besoins, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc là, en fait, on avait pas mal de fourrages qui étaient déficitaires en phosphore. Ça, c'est dû aux récoltes tardives. C'est quelque chose que l'on connaît déjà dans la littérature, donc ce n'est pas un scoop. Le rapport CA sur P est en moyenne de 2,2 au lieu de 1,5, dû à ces déficits en phosphore. Ensuite, nous avons fait des analyses d'herbes fraîches. L'objectif, c'est de savoir si, parce que en fait, dans le programme, l'objectif, c'était de pouvoir évidemment valoriser l'herbe en tant qu'aliment principal pour un certain nombre de catégories d'animaux. Donc ici, nous avons fait des prélèvements à différentes périodes de l'année. Donc ça, c'est pareil, toute exploitation confondue. Donc des prélèvements en avril, ici en vert, des prélèvements en mai, ici, des prélèvements en juin, qu'on va retrouver plutôt ici, et des prélèvements en juillet qu'on retrouve là. Donc voilà, donc forcément des valeurs nutritionnelles de l'herbe en avril et en mai assez élevées. Voilà. En juin, beaucoup plus faibles. Donc ça, on donne l'hypothèse que le stade de l'herbe est plus avancé, ce qui est normal sur les prélèvements d'herbe qui ont été réalisés. Et cependant, on a une remontée des valeurs en juillet due à une repousse après une pluie. Ensuite, nous avons pris uniquement les foins et nous avons comparé les foins à ceux qui avaient été analysés en 2016 et en 2017. Et donc, sur toutes les exploitations. Et donc, en fait, alors là, je ne l'ai pas remis, mais on a une petite amélioration en 2017 de 8 points en moyenne de grammes de MADC. Donc, en gros, on passe en gros d'une moyenne de 22. Alors, évidemment, j'ai pris la moyenne de ce paquet-là en enlevant les extrêmes. Donc, on est à peu près à une moyenne de 22 contre une moyenne de 28 grammes de MADC. Donc, finalement, quelle était la différence entre les foins 2016 et 2017 ? Les foins de 2016 ont tous été récoltés, les conditions météo étaient très mauvaises, ils ont tous été récoltés au mois de juillet, début juillet, alors que les conditions 2017 ont été plus favorables, et donc il y a 15 jours de différence. Donc en gros, là, le message technique que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il faut essayer de privilégier les fourrages récoltés tôt pour les animaux à fort besoin, et tant qu'à faire, les foins récoltés plus tard pour les animaux à l'entretien. Ensuite, nous avons analysé les rations hivernales d'un certain nombre de catégories d'animaux. Donc ça pouvait être soit des juments gestantes, des poulains, des chevaux à l'entretien ou des chevaux au travail. Donc nous avons analysé effectivement, nous avons calculé ces rations à partir des analyses de fourrage, des valeurs nutritives des analyses de fourrage 2016. Voilà. Et donc là, j'ai un peu globalisé l'ensemble des éléments qui étaient intéressants à montrer. Donc en fait, en énergie et en protéines, UFC et MADC,
les rations qui étaient constituées de 100% fourrage, donc il y en avait certaines, même pour des poulinières, ou pour des chevaux au travail. Forcément, il y a un déficit en UFC et MADC, on l'a vu, hein, les foins de cette année-là, 2007, n'étaient pas très bons. Par contre, pour le cheval à l'entretien, même un foin tardif convient bien au niveau de la ration. En ce qui concerne les rations qui étaient élaborées avec de l'enrubanné, bien sûr, on a des meilleurs bilans équilibre pour les poulinières et les poulains. Et ensuite, on a un meilleur équilibre MADC sur UFC. Enfin, les rations qui étaient constituées de foin et de concentré. Donc, il y a certains exploitants qui ont utilisé soit de l'orge, soit de l'avoine, du maïs et ou de l'huile, alors seul ou en mélange. Et ça, additionné à des foins médiocres de 2016, forcément, on augmente encore davantage les équilibres MADC sur UFC qui vont être autour de 40, alors qu'on a un optimum de 100 sur ce rapport-là. Enfin, un exploitant utilise plusieurs concentrés du commerce en association sur les mêmes chevaux. Et dont les teneurs en UFC et MADC sont équivalentes. Donc là, il n'y avait pas grand intérêt. En ce qui concerne les données sur le calcium et le phosphore, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait un déficit en phosphore sur toutes les récoltes 2016. Donc là, forcément, on le retrouve ici. Il y a moins de déséquilibre CA sur P avec de l'enrubanné. Donc c'est plus équilibré. Et le petit aspect négatif, c'est que finalement, seul un quart des exploitations, bon, vous me direz, il n'y en a que 12, mais enfin, bon, c'est déjà ça. Seul un quart apporte un aliment complémentaire vitaminé dans des rations 100% fourrage, que ce soit avec ou sans céréales. Donc là, on a bien vu que d'où l'intérêt de faire une analyse de fourrage, voir s'il y a des équilibres et besoin d'un AMV. Là, c'était le cas, effectivement, avec ce déficit en phosphore sur l'année 2016. Alors, rapidement, on a comparé des coûts alimentaires. Donc, on a pris en compte les coûts de production des fourrages qui étaient produits sur l'exploitation. Soit des achats de fourrage, mais finalement, dans les 12 exploitations, il y en a un, je pense, qui achète des fourrages. Tous les autres produisent eux-mêmes. Et en fonction des tarifs des concentrés ou des coûts de production des concentrés, puisque certains en produisent aussi, puisqu'ils sont céréaliers. Donc là, entre guillemets, donc on a soit des rations fourrage concentré ou des fourrages seuls. Et pour faire une petite comparaison en tarifs, en euros par jour et pas animal, c'était uniquement pour différencier des rations à base de fourrage et concentré qui vont être autour de, entre 0,8 et 1,5 euros par jour et par animal, contre des rations beaucoup moins chères à base uniquement de fourrage, que ce soit du foin d'ailleurs, ou de l'enrubanné, ou des deux mélangés. Donc ici, avec des coûts d'entretien, des coûts de ration beaucoup plus faibles, hein, qui vont de 0,5 à 0,7. Et puis par contre, des coûts qui sont très très variables. Quand on arrive sur le cheval au travail, avec des concentrés du commerce, où là, ça représente un exploitant. Bon, après, c'est des chevaux il y a des chevaux de haut niveau qui sont hébergés au box et pour lequel on avait calculé cette ration. Et je passe la parole à ma collègue sur la vermification. Bonjour. Alors, avant de parler de vermifugation raisonnée, on va redéfinir ce qu'est la vermifugation traditionnelle. Finalement, avant l'avènement des vermifuges sur le marché, il y avait beaucoup de chevaux qui mouraient à cause du parasitisme et en particulier à cause des grands strongles, donc le parasite qu'on appelle Strongylus vulgaris.
Du fait de l'avènement des vermifuges sur le marché, les chevaux ont été vermifugés de façon fréquente et systématique. C'est ce qu'on a conseillé de faire aux éleveurs, aux structures équestres. Et de ce fait, aujourd'hui, les grands strongles sont rares et il y a beaucoup moins de chevaux qui meurent à cause du parasitisme. Par contre, ce qui s'est développé, c'est les résistances aux vermifuges. Donc, qu'est-ce qu'une résistance? Donc, ça se définit comme la capacité des parasites à survivre à un traitement qui est généralement efficace contre la même espèce de parasite et le même stade, donc c'est-à-dire larves ou parasites adultes. Finalement, au cours de leur vie, les parasites peuvent subir des mutations génétiques, c'est un phénomène naturel. Le problème, c'est que lorsqu'on vermifuge le cheval, les parasites qui n'avaient pas cette mutation, ils meurent. Par contre, ceux qui ont eu cette mutation, ils sont résistants, ils restent dans l'organisme du cheval et ils vont pouvoir ensuite se multiplier. Donc ce n'est pas l'utilisation des vermifuges en elle-même qui provoque les mutations et qui provoque les résistances. Par contre, l'utilisation systématique de ces vermifuges, elle favorise le développement des parasites résistants au profit des parasites sensibles. La situation actuelle en France est assez critique, puisque si on regarde en 2016, les résistances, elles concernent l'ensemble des classes de molécules antiparasitaires qui sont disponibles sur le marché. Donc les benzimidazole, avec notamment comme molécule le fenbendazole, où la résistance donc, aux petits strongles est très répandue. Elle concerne 94% des structures équestres. Pour le pyrantel, c'est un petit peu moins important, ça représente 10% des structures. Et puis pour les lactones macrocycliques, donc ivermectine et moxidectine, c'est encore des cas isolés, mais ça risque de se développer de la même façon. Ouais. Donc, on a proposé un programme de vermifugation raisonné pour nos exploitations pilotes. Ce programme a concerné uniquement les chevaux adultes, c'est-à-dire les chevaux qui avaient plus de 3 ans. Les plus jeunes étant plus sensibles au parasitisme, on les a vermifugés de façon systématique. Donc, finalement, on a fait des coproscopies à 3 périodes de l'année, donc début mai, début août et début novembre. Au printemps et en été, on a décidé de vermifuger ou non en fonction des résultats de coproscopie. Donc, on les vermifugeait uniquement si les coproscopies étaient supérieures à 200 œufs par gramme, donc avec de l'ivermectine au printemps et du pyrantel en été. En automne, par contre, on a vermifugé les chevaux, quel que soit le résultat de la coproscopie, avec de la moxidectine et du praziquantel. En effet, ce qui a été montré, c'est qu'il faut tout de même garder une vermifugation systématique par an. Sinon, le risque, c'est de voir revenir nos grands strongles qui tuaient précédemment les chevaux. Donc, si on regarde nos résultats pour chaque coproscopie, donc on a réalisé 6 coproscopies au cours des 2 années de suivi. Donc, on avait suivi 186 chevaux. Malheureusement, il y a eu beaucoup de changements dans les écuries. Donc, on a 69 chevaux pour lesquels on avait les résultats sur les 6 coproscopies. Et donc, ce qu'on voit, c'est que en rouge, c'est les chevaux qui excrètent plus de 200 œufs dans leur crottin, et en vert, ceux qui excrètent moins de 200 œufs. Donc on voit qu'on a des différences entre les saisons, ce qui est plus significatif donc plutôt en 2017, avec une forte proportion de chevaux qui excrètent beaucoup d'œufs en été, ce qui est assez normal. Par contre, en automne, on avait beaucoup de chevaux qui excrétaient très peu d'œufs dans leur crottin. Donc ce qu'on voit, c'est qu'environ 50% des chevaux excrètent plus de 200 œufs par gramme dans leur crottin, mais ces chevaux-là, en fait, ils excrètent environ 98% des œufs totaux qui sont émis dans la pâture. Donc ce sont ces chevaux-là qui participent à la forte contamination des pâtures et au cycle des parasites. Donc c'est important de les connaître pour cibler la vermifugation. En automne, on a noté une faible excrétion d'œufs. En fait, ce qui se passe, c'est que les petits strongles, en fin d'automne, ils rentrent en hypobio, c'est-à-dire qu'ils se réfugient dans la muqueuse des chevaux. Ils rentrent en fait en hibernation. Donc, ces larves
elles restent à leur stade de larve, elles ne se développent pas en adultes. Or, ce sont les adultes qui pondent des œufs. Donc nous, on avait forcément peu d'œufs comptés à nos coproscopies. Donc finalement, notre coproscopie d'automne, elle n'a pas été très intéressante pour caractériser nos chevaux. Elle permettait de faire un bilan sur la saison de parasitisme, mais on ne l'a pas utilisé ensuite pour classer les chevaux en fonction de leur statut d'excrétion. Donc on a défini pour l'ensemble de nos chevaux 3 statuts excréteurs. Donc comme je l'ai dit, on a utilisé les résultats de printemps et d'été en 2016 et en 2017. Donc on avait les chevaux qui étaient faibles excréteurs, donc qui à chaque coproscopie excrétaient moins de 200 œufs dans leur crottin. Les forts excréteurs qui excrétaient à chaque coproscopie plus de 200 œufs dans leur crottin. Et puis les chevaux instables qui variaient en fonction des saisons. Donc si on regarde les résultats sur nos exploitations, on avait environ 35% des chevaux qui avaient un statut excréteur stable, donc soit fort excréteur, soit faible excréteur. Pour cela, ce qu'on a conseillé aux éleveurs en 2018, c'est que donc, pour les faibles excréteurs, ils vermifugent maintenant une fois à 2 fois par an leurs chevaux. Et pour les forts excréteurs, ceux-là, ils peuvent être vermifugés 3 à 4 fois par an. Par contre, a priori, on n'a plus besoin de faire des coproscopies, on connaît leur statut. Par contre, on a quand même 64% de chevaux qui sont restés instables. Et pour cela, on a conseillé de vermifuger 2 fois par an, en été et en automne, mais de quand même garder une coproscopie de printemps pour essayer d'économiser un vermifuge au printemps. Donc finalement, sur la stabilité de ces statuts excréteurs, donc, ce qu'on a vu et ce qui a été aussi montré dans la littérature, c'est qu'un cheval qui avait un statut faible excréteur en 2016 avait 90% de chances d'être à nouveau faible excréteur en 2017. Donc finalement, ce statut faible excréteur, il est très stable d'une saison de pâturage à l'autre. Ce qui est intéressant d'un point de vue économique, c'est souvent ce qu'on reproche un petit peu aux coproscopies, c'est que c'est pas rentable, mais finalement, ces chevaux-là, une fois qu'on a fait des coproscopies pendant une saison de pâturage, on n'est pas obligé de continuer et on peut décider de les vermifuger 1 à 2 fois par an. C'est un petit peu moins vrai pour nos forts excréteurs, donc ceux qui étaient forts excréteurs en 2016, il y en avait 37% qui restaient forts excréteurs, mais il y en avait quand même 63% qui passaient au statut instable. Donc finalement, quand à la première saison on trouve un cheval fort excréteur, c'est quand même bien de continuer sur une seconde saison de pâturage à faire des coproscopies pour essayer de le placer dans telle ou telle catégorie. Ce statut excréteur, il dépend à la fois de l'immunité du cheval. On a eu un certain nombre de chevaux d'âge qui étaient faibles excréteurs. Il faut faire tout de même attention aux maladies intercurrentes, par exemple la maladie de Cushing qui peut provoquer une baisse d'immunité. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un passage du statut de faible excréteur au statut de fort excréteur. Et il dépend aussi bien évidemment de l'environnement du cheval. Et on a remarqué entre 2016 et 2017 parfois des changements d'environnement qui faisaient justement osciller les chevaux entre le statut de fort excréteur ou d'instable. Donc, même si j'ai dit que ces statuts étaient assez stables et qu'au bout d'1 ou 2 saisons, on pouvait catégoriser les chevaux, c'est quand même intéressant de garder une coproscopie par an tous les 2-3 ans environ pour voir si les chevaux soit s'immunisent ou au contraire ont une baisse d'immunité qui les fait changer de statut. Et puis bien évidemment, si on change d'environnement du tout au tout, c'est intéressant de refaire des coproscopies pour voir s'il n'a pas changé de statut. Donc c'est fini pour la partie vermifugation. Donc on voulait juste vous rappeler ce qu'on a pu diffuser au cours du programme Équipature. Donc on a diffusé 2 guides pratiques, le cheval à l'herbe, qui est un guide assez complet, et un flyer un petit peu plus petit, uniquement sur les parasites. Il n'est plus disponible, mais il est en cours de réédition pour le simplifier un petit peu. Et puis on a aussi réalisé une 50aine de fiches techniques et de données économiques, et également 11 vidéos qui ont été tournées donc, sur des journées portes ouvertes, notamment en Normandie.
Je laisse la place à Régis. Je suis désolée, on a été un petit peu long. Oui, je vais vous demander d'aller très vite, Régis, parce qu'on est très en retard. Ces documents là dont vous parle Marie sont disponibles en grande partie sur le site ifce.fr. Alors bonjour à tous. Donc on me demande d'aller très vite. Alors je ne sais pas si je fais une présentation un petit peu de l'exploitation très rapide. Donc je suis installé tout près d'ici, donc en Touraine, à 25 km de l'INRA. Ça m'a permis de rentrer, j'ai toujours les contacts avec l'INRA, mais j'étais très content de travailler avec Pauline et Marie pour ce programme Équipature, installé donc sur une exploitation agricole polyculture élevage avec 100 hectares en céréales et avec une vingtaine d'hectares en herbage, avec en paddock environ 10 hectares et 10 hectares concernant la production de foin. Je suis totalement autonome au point de vue alimentation. Je fais donc dans mes céréales un peu d'orge, un peu d'avoine et tout. Donc ça m'a rapproché de leur calcul de ration. Ça nous a fait du bien, nous, éleveurs. Bon, j'ai un petit peu de recul maintenant. C'est vrai que en dehors de la table des rations et tout, qu'on connaît tous bien, donc il y a quand même l'œil de l'éleveur qui est là. Et dans la conduite des animaux qu'on a pu voir avec Pauline, bon, elle m'a frotté les oreilles parce qu'il y en avait deux qui étaient vraiment à retirer du lot. Il y en avait un, c'était une poulinière qui était bien installée et puis bien grasse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'échelle. Elle était donc coefficient 5, donc ça allait pour elle. Du coup, elle m'a dit, il faut que celle-là, elle regarde simplement la brouette passer, elle n'a pas besoin de manger. Donc, elle a eu le régime sans sel. Et puis également pour une ponette Connemara qui était un petit peu grassouillette, donc également dans le même état. Ça, c'était donc par rapport aux notes d'état corporel et de l'intervention de Pauline, avec donc ce suivi derrière. Côté application sur le terrain par rapport à Marie, les analyses, effectivement, ça a été nécessaire. On les fait pas assez, à mon avis, côté foin et côté herbage. Ça nous a permis de se rapprocher un petit peu de l'idéal et dans la qualité des foins qui a été évoquée. Effectivement, les conditions climatiques, nous, c'est les fenêtres qui nous commandent. Moi, je suis équipé au point de vue matériel à peu près pour la récolte, au point de vue entretien des herbages, avec, je vous le rappelle, une herséterie au minimum et puis un broyeur pour les refus. Ça, c'est quand même important à tenir compte. Dans cette gestion de ces herbages et de foin, je crois qu'ils étaient assez contents dans les relevés qu'on avait fait. Pauline me le confirme, donc je suis content de vous le faire savoir. Et puis, pour l'intervention de Marie, côté analyse de crottin, etc., il est vrai qu'il y a quelques années, je le faisais. J'avais laissé ça tomber. Et puis, dans ce programme Équipature, tout ça, c'était prévu. J'ai dit, allez, on y va. Donc, pour représenter un peu la région et puis l'ensemble des éleveurs, je crois que c'est une bonne photographie de la région. Et on s'est aperçu effectivement qu'on avait quelques chevaux qui étaient forts excréteurs. Je vais vous rappeler les forts excréteurs, les instables et les faibles excréteurs. On a ce qu'on peut rappeler d'intéressant, c'est qu'il y en a toujours qui sont restés forts excréteurs tout au long des 2 années. Du coup, Marie m'a conseillé de l'écarter du troupeau carrément. Donc rassurez-vous, il est rentré dans les écuries et puis il va moins au paddock que les autres. Enfin, voilà. Et puis, donc avec des corrections côté alimentation par rapport à mon alimentation traditionnelle. Donc bien me rappeler que c'était important d'avoir un correcteur de CMV par rapport au calcium-phosphore. Voilà ce que je peux en dire. Et puis, la vermifugation proprement dit, bien les coûts, on s'est aperçu effectivement que sur mon élevage, j'ai gagné au moins un passage complet sur l'ensemble du troupeau. Donc, il y a environ 25 chevaux à l'écurie, entre l'écurie et l'élevage. Voilà, je peux répondre à certaines questions. On a été un peu vite, on en a passé.